Et bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé Grenoble. Chaque semaine, un tête-à-tête pendant 45 minutes avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Frédérique Puissat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le QG. Vous êtes sénatrice de l'Isère et du Trièves, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de circonscription en tant que telle quand on est sénateur. Mais vous êtes également conseiller départemental du canton Matésine-Trièves. Donc à ce titre, vous siégez dans la majorité de Jean-Pierre Barbier au département. Vous êtes membre des Républicains. Vous avez des fonctions d'ailleurs au sein du parti, au niveau isérois ou national? Oui, je suis vice-présidente des Républicains au niveau départemental et au niveau national. Alors vous avez également, au-delà de votre vie politique, été longtemps salarié de l'entreprise Gosport, dont le siège social est à Sassenage. Vous travaillez encore pour eux? Je suis en disponibilité du groupe Gosport et c'est très sympa de poser cette question-là sur le plateau. Ça me permet de faire vraiment un petit coucou à mes collègues qui traversent une passe un peu compliquée en ce moment avec effectivement la mise en redressement d'un groupe auquel nous tenons tous, puisque c'est vraiment une image qui a marqué notre territoire et puis c'est une enseigne qui est connue au niveau national. Oui, l'entreprise qui fait malheureusement l'actualité ces derniers jours dans ce registre. Est-ce qu'elle est menacée de disparaître selon vos informations, vous qui avez encore des liens avec le groupe? Alors quand une entreprise est en redressement, forcément qu'il y a une situation où on ne sait pas s'il va y avoir ou pas un repreneur, les discussions sont en cours avec l'administrateur qui gère en lieu et place de l'ancien gérant, le groupe Gosport aujourd'hui. Et il y a des discussions avec des repreneurs qui seront présentés au tribunal de commerce de Grenoble, sans doute mi-mars. Donc on en saura plus mi-mars. Il y a une espèce de confidentialité qui est bien naturelle en la matière, avec soit des perspectives de reprise que de fonds de commerce ou des perspectives de reprise de la marque, ce qui est bien différent. D'abord, parce que ça veut dire que la marque va perdurer, et puis ça veut dire aussi que le siège social qui est sur Sassenage et qui porte la marque, en quelque sorte, va pouvoir rester avec, bien entendu, des enjeux humains à la clé, puisqu'on est à peu près 200 au siège social de Grenoble, nonobstant les points de vente qui sont aussi dans l'Isère. Oui, parce qu'il y a quelques magasins Gosport sur l'Isère. Je crois que c'est plus de 2000 salariés au total. Ouais, 2000 salariés au total au niveau national et international. Qui sont concernés par ça. On voyait quelques images des audiences au tribunal de Grenoble ces dernières semaines. Ça a bougé un petit peu puisque c'est le parquet de Paris qui, il y a quelques jours, a pris la relève du parquet de Grenoble pour enquêter, parce que là, il y a quand même des enquêtes un peu lourdes, escroquerie en bande organisée, blanchiment habituel, banqueroute, abus de biens social. On n'est plus vraiment sur la simple faillite économique, mais plutôt dans le registre des patrons voyous. En tout cas, on est sur une procédure qui n'est plus une procédure du tribunal de commerce, qui est une procédure qui est parallèle à celle du tribunal de commerce. Et je voulais rendre hommage à mes collègues du CSE, ce qui était avant les anciens CE, les comités d'entreprise, parce que c'est vraiment eux qui ont, à un moment donné, pu voir ces espèces de flux financiers qui passaient d'une entreprise à l'autre. Je rappelle que Gosport a été acheté 1 euro symbolique, tout comme Gap, et qu'il y a très peu de temps, Gap, la marque Gap, et qu'il y a très peu de temps, Gosport a racheté Gap, qui vient elle-même d'être mise en redressement. Donc ça ressemble un peu à une espèce de cavalerie financière, avec parfois peut-être peu de fonds, en tout cas pas de fonds qui ont été mis dans Gosport pour que cette marque puisse se perdurer. Et c'est bien le comité d'entreprise du groupe Gosport, Gosport France et groupe Gosport, qui a effectivement pointé ces difficultés et qui fait qu'aujourd'hui on a une procédure qui va être décentralisée sur Paris, comme vous l'avez dit, et le tribunal de commerce qui va lui apprécier si on peut ou pas conserver des sièges dans cette entreprise. On a quand même des gens, c'était les dernières informations que nous avons eues pas plus tard que mardi, puisque je suis toujours en lien bien sûr avec l'entreprise, on a des gens qui ne savent pas si en mai ils vont avoir ou pas une activité, puisqu'il y a en parallèle à une situation de redressement, une espèce de plan social qui peut se dessiner et tout est mis en place pour savoir ce qui va se passer, et des gens ne savent pas si en mai ils auront ou pas un emploi, et ça c'est quand même dramatique et il faut le prendre en compte. Quand les entreprises sont menacées de fermeture sur un territoire, on fait souvent appel aux élus locaux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur une situation comme ça, ou quand c'est des structures privées, le politique n'a pas la main? Dès lors que la justice s'est saisie du dossier, et c'est le cas du tribunal de commerce, qui est une instance juridique, moi je fais toute confiance à la présidente du tribunal de commerce, qui vraiment est quelqu'un de remarquable et qui fera tout pour sauver le plus d'emplois possible, certes dans l'Isère, mais à l'échelle nationale, puisque c'est un groupe de portée nationale. Mais quand même, on a des gens qui travaillent dans cette société, qui sont très attachés à la marque, et c'est un crève-cœur pour eux, au-delà d'une situation personnelle à gérer dans un avenir qui est un avenir très court,
pour savoir ce qui va se passer ou pas pour eux, quoi. Bon, on revient au Sénat. Frédérique Puissat, un établissement que vous connaissez bien puisque vous siégez là-bas depuis bientôt 6 ans. Vos domaines de prédilection en tant que sénatrice? Alors moi, je siège à la commission sociale et je suis spécialisée dans le droit du travail, où j'ai porté plusieurs textes de loi dernièrement sur le pouvoir d'achat, sur l'assurance chômage, etc., etc. Vous avez été co-rapporteuse effectivement cet été de la loi sur le pouvoir d'achat. On vous voit là lors d'une intervention. Après 2 semaines mouvementées à l'Assemblée nationale, le texte de la réforme des retraites arrive au Sénat. Est-ce qu'on va avoir le droit au même scénario qu'on a pu connaître ces derniers jours? Alors, il est arrivé au Sénat. On voit déjà l'ambiance qu'il va y avoir. Alors, on sait que c'est un sujet qui forcément est un sujet qui est extrêmement délicat à gérer. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale et je crois qu'on a pu le voir. Il y a eu des interventions de tous les groupes politiques, du président du Sénat bien entendu, mais aussi de tous les groupes politiques, de l'opposition et de la majorité. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. D'abord, nous avons des groupes qui ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas de groupe de la France insoumise, nous n'avons pas non plus du groupe de Rassemblement national. Nous avons donc des élus sénateurs qui, jusqu'à maintenant, ont plutôt été dans des logiques de travailler sur des textes, parfois avec moins de buzz qu'à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on sera aussi dans cette logique-là, bien qu'on soit quand même sur un texte. On l'a senti, nous étions en commission sociale il y a 15 jours en arrière. On recevait les organisations syndicales et patronales. Il y a eu une petite tension avec un représentant de la CGT à un moment donné, qui fait que les élus de la majorité du Sénat sont montés au créneau en demandant aux représentants de la CGT de baisser un peu le ton. Et on a tout de suite vu nos oppositions prendre parti pour le représentant de la CGT. Donc on voit quand même que l'ambiance peut être à un moment donné électrique, mais je pense qu'on fera tout pour que les choses se passent au mieux, en tout cas pour qu'on puisse étudier ce texte avec sérieux. C'est ce qu'attendent les Français. Bon, une des différences majeures entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a plus de sénateurs de la France insoumise au Sénat aujourd'hui. Donc ça peut jouer aussi, puisque la France insoumise a été insoumise, on va dire, pendant ces 15 jours au Parlement. Comment vous avez regardé cette séquence il y avait un parti pris très clair de la France insoumise. Ils souhaitaient bloquer le débat. Nous, on s'est posé la question de savoir comment nos oppositions allaient réagir. Donc, alors un peu fort de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, même si l'ambiance ne sera pas la même. On s'est dit que si effectivement, à un moment donné, les oppositions voulaient bloquer le débat, c'est-à-dire que si on ne pourrait pas aller jusqu'au terme de ce texte, quel outil disposons-nous pour débloquer le blocage. Et en l'occurrence, on a des règlements qui nous permettent à un moment donné de contraindre le débat avec des interventions limitées sur un certain nombre d'amendements. Le gouvernement en a aussi, du reste au passage. Donc on a analysé ça en se disant comment est-ce que éventuellement, fort de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on allait tout faire pour aller au bout de ce débat et aller jusqu'au bout de ce texte. Moi, j'ai regardé ça un peu avec tristesse. Enfin, bon voilà, je pense que tous les Français ont regardé ça avec désolation, voir des élus qui s'énervent dans l'hémicycle, voir des élus qui palabrent, qui s'agitent. C'est pas une belle image de la démocratie, c'est certain. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qu'on voit sur cette intervention, a été malmené, on peut le dire, pendant. Oui, alors il s'est aussi énervé. Je pense que. Je pense aussi, je le dis très franchement, que la majorité le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui représente le gouvernement n'a pas joué un jeu très clair aussi, je le dis. Parce que je ne suis pas certain qu'ils voulaient eux aussi aller jusqu'au terme du texte. Donc tout ça a créé une espèce de situation qui n'était absolument pas saine et qui ne renvoie pas une belle image de la démocratie. Je pense que tout le monde l'a vu et ça ne sera pas notre façon de voir les choses et fort heureusement. Alors, vous le connaissez bien, je crois, Olivier Dussopt. Oui. Vous aviez travaillé avec lui sur un projet de loi, notamment pour restreindre un peu les indemnités chômage l'an dernier. Entre autres. Alors d'abord, c'est le local de l'État. Oui, je rappelle quand même qu'il est pas très loin, Ardéchois. Ardéchois. Voilà. Oui, c'est mon interlocuteur. Préalablement, c'était Elisabeth Borne qui était mon interlocuteur. C'était avec elle que je traitais tout ce qui concernait le droit du travail. Et c'est aujourd'hui Olivier Dussopt qui a pris la relève. Donc, on se rencontre régulièrement sur les textes de loi qui ont trait au droit du travail. On va venir dans le détail de la réforme, mais sur la philosophie générale, est-ce que vous êtes favorable à ce texte et ces modifications ? Vous savez, j'ai coutume de dire qu'on n'aborde pas forcément cette fin d'activité professionnelle qu'on appelle
la pré-retraite et du coup la retraite de la même façon. Nous ne sommes pas les uns et les autres égaux face à la retraite. Entre le peintre en bâtiment qui lève la tête pour peindre sous l'escalier, l'aide-soignante qui travaille dans un EHPAD et qui met son corps à mal avec son activité, d'autres personnes qui sont plutôt sereines dans leur activité et qui sont moins fatiguées physiquement dans leur activité, puis d'autres qui ne veulent pas s'arrêter, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc c'est compliqué parce qu'on a un texte qui renvoie à des réalités qui sont très 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 différentes. Ceci étant, nous depuis toujours, nous avons porté au Sénat un amendement dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui tendait à dire que pour rééquilibrer les comptes public, il était impératif qu'on puisse jouer sur le levier retraite parce que de toute façon, nous abordions les enjeux de la retraite avec un déficit à court, moyen et long terme et qu'il fallait impérativement qu'on se saisisse de ce dispositif. Et nous avons toujours porté un amendement qui tendait à prolonger le temps de travail, du coup à repousser l'âge de la retraite et à augmenter le nombre d'annuités nécessaires pour pouvoir percevoir une retraite à taux plein. Donc on est dans la philosophie de ce qu'on a toujours porté. Pour autant, est-ce que c'est entendable et compréhensible par nos concitoyens? On voit bien que c'est très difficile à faire entendre. On voit bien que les manifestations qui ont lieu, qui mobilisent beaucoup de monde, qui sont d'ailleurs très bien organisées, laissent entendre que des gens sont dans l'incompréhension et la colère, et nous devons aussi l'entendre. Alors vous avez jusqu'au 12 mars au Sénat pour examiner ce texte et ses 20 articles. À l'Assemblée nationale, ils n'avaient pas dépassé le deuxième avec la même durée. Est-ce que c'est suffisant ces 2 semaines? Écoutez, il y a un peu moins de 5000 amendements qui ont été déposés au Sénat. Il y en avait 20 000 à l'Assemblée nationale. Alors, c'est moins, mais c'est beaucoup quand même. C'est moins, mais c'est beaucoup. Alors, d'abord, c'est pas parce qu'ils sont déposés qu'ils vont tous être regardés. Certains vont être déclarés incompatibles avec la Constitution et finalement, ça va restreindre le nombre qui est actuellement déposé. Ceci étant, on a à peu près un rythme qui est de l'ordre de 20 à 30 amendements par heure. On a tout fait pour aller au bout. D'une part, on a ouvert les week-ends. L'Assemblée nationale ne l'a pas fait. C'est pour ça que je rappelle quand même que les députés de la majorité sont quand même pas très clairs sur leur volonté d'aller jusqu'au bout du texte à l'Assemblée nationale. Ils avaient la main pour ouvrir les week-ends, ils l'ont pas fait. Ils avaient la main pour accélérer quand ils pouvaient, ils l'ont pas fait. Ils avaient la main aussi pour avoir un règlement un peu plus contraignant. Nous avons, nous, la main pour avoir un règlement un peu contraignant. Et le président Larcher a dit que si effectivement il se rendait compte qu'on n'allait pas aller au bout de ce texte de loi, il est fort probable qu'à un moment donné, on mette en application un certain nombre d'articles du règlement qui allaient contraindre un peu la parole des sénateurs. Alors c'est malheureux parce que personne ne le veut, mais en même temps, notre objectif, c'est d'aller jusqu'au terme de ce texte de loi. Non, je rappelle que le Sénat est majorité républicaine, contrairement à l'Assemblée nationale, donc les stratégies sont différentes. Les 20 articles traitent de points très différents. Sur quel sujet vous allez essayer de faire évoluer ce texte? Alors, ça a été clairement annoncé. Il y a 3 sujets principaux. Le premier, c'est sur la pénibilité. Nous ne sommes pas tous égaux, je le disais, dans nos activités professionnelles. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la retraite et du coup par rapport à la santé. Donc c'est sur la pénibilité. On a déjà passé un certain nombre d'amendements sur la pénibilité. Le deuxième, c'est effectivement sur la situation des femmes. Et des femmes mères de famille, mais aussi surtout, j'allais dire, des familles qui prennent un congé parental, parce que ce ne sont pas des amendements sur les femmes, c'est bien des amendements sur la natalité, qui concernent la famille et qui peuvent concerner des hommes comme des femmes, mais à 95% plutôt des femmes qui prennent des congés parentaux. Et puis le troisième, c'est comment aborder, et ça c'est pas dans le texte de loi, comment aborder cette tranche de vie, 60-64 ans, où on est différent. Certaines personnes veulent partir à la retraite parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'effectivement leur corps est usé. D'autres personnes considèrent qu'elles peuvent aller plus loin que les 64 ans. Et puis il y a d'autres personnes qui considèrent qu'elles ont besoin de se préparer à la retraite. Et le temps partiel, alors si possible payé à taux plein, est aussi un temps sur lequel on travaille et sur lequel on a déposé un certain nombre d'amendements pour améliorer ce temps-là. Et on a créé un dispositif qui s'appelle, un peu dans le parallèle de Un jeune, une solution, Un senior, une solution. Parce que nous considérons que les seniors, alors pardon du terme pour ceux qui ont entre 60 et 64 ans, mais c'est ainsi que nous l'avons dénommé, les seniors qui ont entre 60 et 64 ans ont besoin d'avoir des solutions différentes parce qu'ils abordent ce sujet de façon différente. Et nous portons ce dispositif pour cette tranche d'âge sur lequel nous avons besoin de travailler.
On parlait de la situation des femmes. Je fais une petite parenthèse parce que l'Espagne vient d'instaurer un congé pour les femmes victimes de règles douloureuses. Est-ce que ce serait une piste à suivre? C'est une première en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, moi, je me méfie de ces choses un peu gadgets. Non pas que je sous-estime cette difficulté-là, mais je trouve que ça prend une place médiatique qui n'a pas lieu d'être. Je crois que quand on a un certain nombre de difficultés d'ordre de la santé, c'est une difficulté d'ordre de santé publique. On va voir son médecin qui nous arrête. Voilà, on n'a peut-être pas besoin de texte de loi sur le sujet. En tout cas, moi, je ne porte pas ce genre de choses-là qui sont plutôt du domaine du comment briller sur des textes de loi. Alors, c'est vrai que ça fait la une de l'actualité. Bon, voilà, point barre. Pour revenir sur les seniors, à l'Assemblée nationale, l'article 2 du projet de réforme proposait de la mise en place d'un index senior pour tenir justement compte de cette tranche un peu particulière que vous avez évoquée. Je crois que c'est un aménagement que la droite réclamait depuis de nombreuses années, et pourtant les Républicains ont voté contre cet article. On a du mal à comprendre la logique. Alors nous l'avons, notre volonté, c'est de maintenir cet index senior. Et nos collègues républicains ont surtout voté contre cet article parce qu'il descendait sur des tranches de salariés et des entreprises de 50 salariés qui n'étaient pas des entreprises calibrées pour ça. Et notamment parce que quand on n'a que 50 salariés, il y a parfois des proportions d'actes qui sont disproportionnées et qui faussent un peu ce que peut être la véracité d'un index senior. En l'occurrence, nous, ce que nous allons porter, c'est de maintenir l'index senior. Ça a fait débat au sein de notre famille. Vous n'êtes pas sur la même ligne que les députés LR. Si, mais on l'a porté à 300. C'est-à-dire que nous le demandons pour les entreprises qui ont plus de 300, enfin qui ont entre 300 et plus de salariés, et non pas sur les 50. Nos collègues députés n'étaient pas d'accord pour qu'on abaisse jusqu'à 50, et du coup, c'est l'intégralité du dispositif et de cet article qui a été rejeté. Voilà, donc on est aligné par rapport à nos collègues députés. Et puis surtout, je le disais, on considère que cette tranche 60-64 ans, il faut la considérer comme une tranche de vie. Et en l'occurrence, pour savoir de quoi on parle, il faut qu'on ait quand même quelques indicateurs. Et l'index nous permettra d'avoir quelques indications. Voilà. Donc cet article 2, il devrait être voté en tout cas, oui, il devrait être voté chez nous. Alors, je reviens juste sur ce que vous disiez. Nous sommes majoritaires au Sénat, le groupe Les Républicains, mais nous ne formons pas la majorité. Pour être majoritaire, nous sommes majoritaires avec nos collègues et amis centristes. Donc, on doit trouver forcément un consensus avec nos amis centristes. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a des discussions et que quand un texte de loi sort du Sénat, il a déjà fait l'objet d'un consensus. Et puis, vous aurez le soutien aussi des sénateurs de la majorité présidentielle, j'imagine. Peut-être pas surtout. Peut-être pas surtout. Pour être intéressant de voir effectivement ce qui peut vous séparer. Édouard Philippe, on situe entre les deux camps, j'ai envie de dire, demande de limiter à 43 ans les cotisations pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, ce qui revient à les faire partir à la retraite autour de 60 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'un certain nombre de bornes ont déjà été mises par Madame Borne en l'occurrence, mais bon, je le fais court. On commence à travailler à 16 ans, on part à la retraite à 58 ans. On commence à travailler à 18 ans, on part à la retraite à 60 ans. On commence à travailler à 20 ans, c'est le nouvel article qu'elle a proposé, on part à la retraite à 62 ans. Tout ça a un coût, c'est 700 millions d'euros. Ces 3 bornes, c'est 700 millions d'euros. Nous, notre objectif, c'est de rester dans ce qu'on s'est fixé, c'est-à-dire qu'au départ, on est quand même sur un texte d'équilibre budgétaire. Je rappelle quand même, alors on peut tordre les chiffres dans tous les sens et ne pas avoir la même analyse, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire qu'on va avoir un problème de financement de nos retraites. À 2030, c'est un déficit de l'ordre de 13 milliards d'euros pour nos systèmes de retraite. Le projet de loi tel qu'il se présentait au départ permettait à 2030 de gagner 17 milliards d'euros. Avec les différentes mesures qui ont été ajoutées, on perd à peu près 6 milliards d'euros. Donc on arrive tout juste à l'équilibre à 2030. Si on rajoute la dernière borne telle qu'elle a été proposée, en l'occurrence celle de 20 ans pour aller jusqu'à 62 ans, et les différentes bornes qui ont été proposées, on va à peu près aggraver d'1 milliard d'euros encore le projet de loi que nous proposons. Si au final on fait tout ça pour rien, très franchement, nous n'aurons pas réussi notre coup. Alors moi, je veux bien que Édouard Philippe ait des grandes idées. Je rappelle quand même qu'il compose la majorité. Donc si à un moment donné, il a quelque chose à dire, il faut d'abord qu'il le dise à Elisabeth Borne et au président de la République. Mais à force d'avoir des discours qui sont un peu dans la dentelle et qui finissent au final par avoir un résultat financier qui ne soit pas au rendez-vous, franchement, ça n'a plus de sens. Nous allons nous atteler à avoir des amendements qui ne soient pas trop coûteux pour un système que nous voulons à l'équilibre à 2030, puisque là, on ne fait absolument pas de marge de manœuvre. On est à l'équilibre à 2030 avec une perspective, je le rappelle, d'un taux de chômage de 4%. Et je veux dire, on est à 7 aujourd'hui.
Donc, ce n'est pas du tout évident que la réforme qu'on met en place, c'est pour ça qu'on a introduit d'ailleurs une réflexion sur la capitalisation, mais en tout cas, il n'est pas certain qu'avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, en repoussant de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite, on arrive à l'équilibre en 2030. Alors, il y a un autre domaine sur cette réforme où il y a potentiellement de l'argent, entre guillemets, à gagner, c'est sur les régimes spéciaux. Le gouvernement veut les réformer, mais pour ceux qui vont rentrer dans le monde du travail aujourd'hui, vous, les Républicains, vous voulez accélérer ce calendrier et appliquer en fait cette réforme à tous ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Alors les régimes spéciaux s'appliquent essentiellement aux grandes entreprises publiques, SNCF, EDF, etc. Alors là, dans ce texte de loi, à proprement parler, il n'y en a que 4 qui sont concernés. La SNCF, ça a déjà fait l'objet d'un sujet quand on a parlé de la loi sur la mobilité. Il y en a 4, il y a le régime gazier, il y a le régime du Conseil économique et social, il y a le régime des notaires et il y a le régime de la RATP. Qu'est-ce qui est dans le texte de loi aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que vous êtes rentré aujourd'hui, vous rentrez jusqu'au 31 août, puisque ça va s'appliquer au 1er septembre, ce texte de loi, vous rentrez jusqu'au 31 août, vous bénéficiez effectivement d'un départ par anticipation à la retraite, qui peut être de l'ordre de 52, de 54 ans. Nous considérons que finalement, cet article 1er renvoie à peu près à dans 100 ans. C'est-à-dire que l'effet de l'article 1er, c'est dans 100 ans. Oui, il y a toute la carrière professionnelle. Il y a toute la carrière professionnelle, il y a aussi toutes les pensions de reconversion. Quand on a parfois, quand on est marié avec des gens qui ont un âge différent d'une autre. Donc ça nous renvoie à un effet dans 100 ans. Permettez-moi de vous dire que ça me semble être quand même un peu hypocrite et que nous, notre idée, c'est toujours ce que nous avons d'ailleurs voté au Sénat, pour être dans la cohérence, c'est de se dire, il y a peut-être un mi-chemin entre ce qu'on appelle la clause du grand-père, qui nous renvoie à dans 100 ans, et puis une application immédiate qu'on peut comprendre être un peu compliquée. Et nous, on proposait éventuellement qu'elle puisse s'appliquer dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est les discussions que nous avons avec nos collègues centristes, c'est assez clair, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus avec nos collègues centristes, pour effectivement se dire comment est-ce qu'on peut accélérer le fait que ces carrières spéciales, qui sont que provisoires quand même, et les agents le savent quand ils rentrent dans ces sociétés-là, deviennent finalement des carrières du droit commun. Et on est en train de discuter tout ça dans un souci de gagner de l'argent, c'est ça, et d'équilibrer nos systèmes de retraite. Alors Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a répondu sur ce point précis en disant non, pas question de bouger cette Oui, le gouvernement ne veut pas bouger et le gouvernement est hypocrite. Je le dis, le gouvernement est hypocrite, puisque dans 100 ans, nous aurons un effet 70, plus on a considéré qu'il y avait 30, il y avait un décalage d'âge, on aura un effet de cet article 1er. Bon, voilà, alors effectivement, ça ne fait pas de vague. Encore que ça ne fait pas de vague, ils sont quand même dans la rue, les agents de la RATP, du système gazier et puis les notaires. Ça ne fait pas de vague, mais en même temps, ce n'est pas très sain. Parce que je rappelle que pourquoi est-ce qu'on a mis ces 4 systèmes dans l'article 1er? Je dis ça parce qu'on nous parle souvent du système de retraite des sénateurs. Je préfère l'aborder avant que vous me posiez la question. On n'est pas dans la même logique sur le système de retraite des sénateurs, parce que les 4 systèmes qu'on a vus là, ils ne s'équilibrent pas. C'est-à-dire qu'on doit les équilibrer avec les finances publiques, ou alors ils sont financés, c'est le cas des notaires, avec une taxe qu'on paye dès lors qu'on va acheter de 4%, dès lors qu'on va acheter un bien. Donc on est effectivement sur des systèmes qui ne s'équilibrent pas par eux-mêmes et qui ne sont pas des systèmes qui répondent à une logique je finance et je reçois. Alors, vous parlez du régime spécial, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais particulier des sénateurs, qui a été exposé dans la presse ces derniers jours. Vous toucherez, vous, comme tous les sénateurs, au bout de 6 ans de mandat, 2190 € de retraite. C'est confortable pour 6 années de mandat. C'est 665 pour les députés. Ça peut effectivement, à un moment où on demande à tout le monde de faire des efforts, d'être exemplaire, ça peut poser question à pas mal de Français. C'est normal, c'est normal. Bon, moi, je dis simplement que, on en a parlé tout à l'heure, moi j'ai une carrière dans le secteur privé, je ne suis pas devenue sénatrice pour toucher une retraite. Ouais. Je suis devenue sénatrice pour servir un département et pour servir... Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être une motivation pour certains. Ah oui, ça peut être une motivation pour certains. Mais en même temps, le président Larcher l'a dit, il a dit que... alors, je dis aussi que c'est un système par capitalisation, c'est-à-dire que
que nous finançons. Tous les mois, nous finançons pour notre système de retraite, qui n'est pas un système par répartition, c'est-à-dire qu'on finance aussi un peu pour les autres, mais on finance aussi pour nous. C'est-à-dire que tous les mois, on a un prélèvement qui n'est pas obligatoire sur nos comptes pour financer ce système de retraite. Mais au-delà de ça, le président Larcher a dit qu'il était prêt effectivement à regarder l'application de ce règlement. Une fois qu'on aurait voté ce texte de loi, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse ces choses dans l'urgence, il ne faut en tout cas pas qu'on les fasse pousser par les médias et pousser peut-être par une espèce de populisme qui tend à dire on rase tout, y compris ce qui fonctionne bien, et y compris les élus, et y compris la démocratie, et y compris la République. Voilà. C'est aussi des fois ce genre de petits détails qui effectivement ne sont pas forcément significatifs dans la masse budgétaire d'une réforme de la retraite, mais qui, pour l'opinion publique, vont avoir un symbole très fort. Mais ça se comprend, c'est très symbolique, ça se comprend. C'est pour ça que le président Larcher a dit qu'une fois que la réforme serait votée, on se remettrait autour de la table, y compris avec les groupes de l'opposition, qui en bénéficient aussi. Je le dis, ils ont dit qu'ils souhaitaient qu'on le regarde, et on le regardera. Alors après, les députés l'ont revisité. Comment est-ce que ça va être revisité? Voilà, le président Larcher le mettra en place, et j'ai pas de doute qu'on le regardera. Bon, Jean-Luc Mélenchon a été sénateur, donc il va aussi bénéficier de cette retraite à 2 200 euros. Il bénéficie déjà de cette retraite. Bon, voilà. Si jamais on le à 2 000 euros. 2 000 euros, ce qui est pas mal pour un mandat de 6 mois. Ouais. De 6 ans, pardon. On n'est pas sur la carrière complète. Là. Plus de 2 Français sur 3 estiment en tout cas que cette réforme des retraites est injuste. Le report de l'âge de départ à 64 ans incarne à leurs yeux cette injustice. J'imagine que vous, sur le terrain, en Isère, quand vous vous déplacez, on vous interpelle forcément là-dessus? Dans ma famille. Dans votre famille aussi, oui. Et moi aussi, je serais concernée aussi. Mais bien sûr. Vos collègues de Gosport, par exemple. Mais bien sûr. Et moi aussi, je suis née en 67, donc je serai dans le lot. Les Français ont le sentiment d'être dupés. Et je le comprends. Pourquoi est-ce qu'ils ont le sentiment d'être dupés? Et je l'ai dit, le candidat Emmanuel Macron paye dans la rue le débat qu'il n'a pas voulu faire. Je rappelle quand même que quand le président de la République est en place, que nous lui demandons haut et fort, alors que tous les candidats sont en place à la veille du renouvellement de l'élection présidentielle, nous lui demandons de débattre sur un certain nombre de sujets pour connaître sa position, pour éclairer les électeurs. Il refuse de le faire. Parce que ce parent dans sa veste de représentant européen, parce que ce parent dans sa veste de président de la République, parce que ce parent dans une autre veste, il refuse de le faire. Les gens ont voté pour un candidat qui n'a pas été clair dans son discours. Donc aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être dupés. Et je le comprends. Et du coup, effectivement, ça mobilise dans la rue. Donc voilà. Et je le dis d'autant plus que le discours du gouvernement n'est pas clair. Il n'est pas clair d'ailleurs sur, j'allais dire, le fait de prendre un projet de loi de finances de la sécurité sociale pour réformer les retraites. Ça nous corsette, ça ne nous permet pas d'aller au fond du débat. Il n'est pas clair quand il dit qu'il consulte les organisations syndicales qui ont d'autres propositions, qui sont tout à fait entendables aussi, alors que lui n'a qu'une ligne et ne veut pas bouger de sa ligne. Donc il n'est pas clair dans son discours, et surtout, les Français ont le sentiment d'être dupés, notamment ceux qui ont voté pour le président de la République en place, Emmanuel Macron. Alors il y avait des candidats qui étaient plus clairs, notamment la vôtre, Valérie Pécresse, le report à 65 ans. Elles ont fait moins de 5%. Et voilà, elles ont fait moins de 5%. Mais bien sûr, mais je suis très claire là-dessus. Nous avons porté l'âge de la retraite à 65 ans. Je ne dis pas que c'est ce qui a joué dans ce résultat qui n'est pas un bon résultat, mais en tout cas, nous étions clairs dans notre discours, et nous avons toujours été clairs dans notre discours. Le président Macron, dans son « en même temps », je vais chercher des voix de gauche, en même temps je vais chercher des voix de droite, n'a pas été clair. Et aujourd'hui, les Français sont mécontents, et je les comprends. Alors il y a cette prochaine journée de manifestation prévue le 7 mars, avec un blocage du pays annoncé. On imagine, comme pour les précédentes manifestations, qu'il y aura beaucoup de monde sur cette journée particulière. Ça vous inquiète? Ça pourrait changer un peu la nature du mouvement de contestation, cette journée du 7 mars? En tout cas, nous, on a entendu, je vous l'ai dit, les organisations syndicales, les organisations patronales. Quand je dis nous, c'est la commission sociale, mais les rapporteurs qui travaillent sur ce texte sont en lien avec toutes les organisations syndicales et patronales. Donc on essaye de trouver des ententes avec eux pour améliorer le texte. C'est ce qui a déjà été proposé à la commission sociale, c'est ce qui sera proposé par des amendements qui sont d'ailleurs portés par un certain nombre d'organisations syndicales et patronales et qui ont déjà été déposés au Sénat.
Alors, ça inquiète quand il y a des blocages, parce que si vous voulez, il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui sont embêtés parce que leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, qu'il faut qu'ils s'organisent. Donc, forcément, que ça inquiète, ça ne donne pas une bonne image du pays et ça crée un sentiment aussi d'inquiétude quand on a vu les débordements qui avaient pu avoir lieu sur d'autres manifestations. Aujourd'hui, on a la chance, je le dis, d'avoir des organisations syndicales qui sont responsables, qui encadrent ces manifestations. Jusqu'à maintenant, je touche du bois. On est sur des organisations qui n'ont des manifestations qui n'ont pas dérapé. Je crois qu'on le doit beaucoup aux organisations syndicales et je les en remercie parce que forcément, quand ça dérape, c'est encore plus inquiétant. Voilà. Mais nous écoutons, forcément nous écoutons. Nous portons aussi un certain nombre de choses. Mais je le dis aussi, le texte de loi, ce n'est pas le nôtre, hein, c'est celui du gouvernement. Et celui du gouvernement, il est extrêmement, j'allais dire, ferme sur l'âge de départ, qui est donc de 64 ans, plus les 43 annuités. Donc c'est bien ces deux leviers sur lesquels le gouvernement ne bouge pas. Et nous, on essaye de jouer entre d'autres interstices sur la politique de la natalité, sur la santé et la pénibilité du travail, pour trouver des formes permettant de répondre aussi à un certain nombre d'attentes des organisations syndicales et des citoyens. Lors du précédent grand mouvement social, le gouvernement avait reculé. Hein, c'était la période des Gilets jaunes. Vous évoquez effectivement des manifestations un peu plus musclées. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais je pense que les gens s'en souviennent. Ils étaient beaucoup moins nombreux, les Gilets jaunes, mais pour autant, le gouvernement avait retiré les réformes prévues à l'époque, notamment sur l'essence. Est-ce que vous pensez que ce scénario peut se reproduire là aujourd'hui sur la réforme des retraites, si après le 7 mars, le pays rentre dans une situation de blocage ? Alors, j'espère que non. En même temps, on a des forces de police, de gendarmerie, et je les remercie, qui sont extrêmement mobilisées, extrêmement attentives à ce que ça ne dérape pas. Et puis, on a surtout, contrairement aux Gilets jaunes, un encadrement et une façon de faire qui est un peu, j'allais dire, malheureusement ou pas, mais en tout cas, le droit de grève existe dans notre pays, qui est un peu rodé, avec des organisations syndicales qui ont l'habitude et qui encadrent ces manifestations. Je rappelle simplement que les Gilets jaunes, ça a coûté 10 milliards d'euros de dépenses publiques, hein, les Gilets jaunes. Hein, et nous avions préalablement prévenu nos collègues députés de l'époque et le gouvernement que ça allait exploser. Ça a explosé, ça a coûté 10 milliards. Après les 15 jours au Sénat, le texte va revenir une dernière fois à l'Assemblée nationale. Je crois que la date butoir, c'est le 26 mars à minuit. Pour trouver un accord, une majorité, ça veut dire que même si le Sénat vote ce texte, en lui apportant des modifications que vous avez évoquées, mais que l'Assemblée nationale le bloque, finalement, tout ce travail aura été fait pour rien. Alors, en fait, après notre vote, il y a une commission mixte paritaire qui va réunir 7 députés et 7 sénateurs. Et on va essayer de voir si on trouve un terrain d'entente sur ce texte de loi. Parce que quand il va revenir à l'Assemblée nationale, c'est du formalisme, hein, il va être rejeté immédiatement. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Mais ensuite, on va voir si on peut trouver un terrain d'entente. Mais une fois qu'on aura trouvé un terrain d'entente à commission mixte paritaire, il va falloir représenter ce texte à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on va voir effectivement si on trouve un accord permettant de voter un texte équilibré et qui passera dans ce qu'on appelle le Parlement, hein, c'est-à-dire les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans les mêmes termes. C'est absolument pas gagné. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est le gouvernement qui aura la main au final et qui gardera ce qu'il veut bien garder, parce qu'il peut aussi garder des propositions d'amendement. Nous, quand on reçoit le texte au Sénat, on reçoit un texte qui est modifié par rapport à nos collègues de l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement a récupéré quelques amendements portés par les députés qui ont modifié le texte initial. Donc on verra si, au final, si jamais nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, ce qui ne serait pas une bonne image d'ailleurs de nos institutions, hein, je le dis, hein, mais si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, le gouvernement va faire un texte de loi qui pourra ou pas reprendre un certain nombre de propositions que nous avons faites. C'est vous, les LR, qui êtes en position de force finalement sur ce sujet au Sénat, mais même à l'Assemblée, parce que si vous n'êtes pas, entre guillemets, avec la majorité présidentielle, le texte, il n'a aucune chance d'aboutir à l'Assemblée nationale, on le sait. Absolument, absolument. Mais ça a été le cas pour tous les textes qui ont été proposés jusqu'à maintenant. J'ai été rapporteur... Alors, ils avaient trouvé certains arrangements, des fois les socialistes sont venus les aider. Sur l'assurance chômage, sur les textes un peu, pardon du terme, touchy d'un point de vue social, sur l'assurance chômage, je l'ai dit, nous avons négocié on avait une commission mixte paritaire. La veille, à 1h du matin, nous étions en ligne avec le président du SOPT.
avec le ministre du SOPT, pardon, qui s'en référait à la Première ministre. Si nous n'avions pas trouvé de terrain d'entente, et nous ne lâchions pas, et on avait tout intérêt à ne pas lâcher, et du reste, c'est eux qui ont lâché. Et si nous n'avions pas trouvé de terrain d'entente, c'était le 49.3, qui était, entre guillemets, une cartouche qu'ils épuisaient parce que, vous le savez, la Constitution ne permet pas de faire passer tous les textes au 49.3. Et puis la démocratie n'est pas non plus est mise à mal quand on a effectivement des textes qui passent trop souvent de façon verticale. Donc il y a encore un petit peu d'incertitude là, sur les prochaines semaines. En tout cas, c'est une réforme qui laissera des traces, quelle que soit son évolution, un peu dans tous les camps, j'ai envie de dire. Et chez vous aussi, au LR, notamment à l'Assemblée nationale, ça a créé quelques dissensions et peut-être un début de première crise politique pour Éric Ciotti, qui a été obligé de mettre à l'écart le numéro 2 de son parti, Aurélien Pradié, qui n'était pas sur la même ligne et qui assume d'ailleurs une fronde au sein de LR sur le dossier des retraites. Il est soutenu par Xavier Bertrand. Alors, c'est peut-être des réminiscences des primaires qui ont pu avoir lieu avant Noël. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il a bien fait, Éric Ciotti, de démettre Pradié, qui n'était pas sur la même ligne sur ce sujet? Oui, je pense qu'il a bien fait. Aurélien Pradié reste... Il s'oppose clairement, Pradié, à ce texte du gouvernement. Oui, tout à fait. Mais surtout, la difficulté d'Aurélien Pradié, c'est pas tant qu'il s'oppose, c'est pas tant qu'il ait une ligne, c'est pas tant qu'il vote des amendements de façon différente. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis conseillère départementale de la majorité de Jean-Pierre Barbier. Si je faisais tous les plateaux en disant l'inverse de ce que dit Jean-Pierre Barbier, est-ce que vous croyez que les Isérois comprendraient quelque chose? Non. D'ailleurs, on ne comprend pas la position. Voilà. Donc, en fait, la difficulté d'Aurélien Pradié, c'est qu'il faisait le tour de tous les plateaux en disant l'inverse de ce que disait la ligne majoritaire du mouvement. C'était ça la difficulté. Après, chacun, vous savez, quand il y a des amendements qui sont déposés dans notre famille politique au Sénat, dans le groupe LR, ils sont très différents. Et ils dénotent, j'allais dire, une histoire différente, une sensibilité différente. Et heureusement qu'ils peuvent le faire, nos collègues. Et heureusement qu'ils peuvent, ou pas, à un moment donné, les présenter, les défendre. Ils sont ou pas votés. Mais la difficulté, c'est pas d'aller après, derrière, faire le tour des plateaux en disant moi, je pense ça, et ce que pensent les autres n'est pas la bonne ligne, alors que c'est la ligne majoritaire. Donc, il a eu du courage, Éric Ciotti. Je tiens simplement à dire, pour reprendre ce que vous disiez, je ne suis pas sûre qu'il y ait une convergence entre Xavier Bertrand et Aurélien Pradié. J'ai soutenu Xavier Bertrand. Aux primaires. Je siège, je vous l'ai dit, je suis vice-présidente des Républicains au niveau national. Nous avons eu une réunion il y a quelques temps en arrière, 15 jours en arrière. Xavier Bertrand était là, Aurélien Pradié était là et d'autres collègues étaient là. On n'est pas sur une approche qui ferait scission au sein des LR. On n'est pas dans cette logique-là. Bon, voilà. En tout cas, Xavier Bertrand le soutenait, notamment au moment de la primaire. Oui, moi aussi. En décembre. Vous aviez voté Aurélien Pradié, vous, c'est ça? Non, j'ai voté. Non, moi j'ai voté Bruno Retailleau. Bon, vous étiez avec votre président. Non, mais j'ai voté. groupe. Pardon, excusez-moi. J'ai voté Xavier Bertrand. Oui, au moment de la présidentielle. Au moment de la présidentielle. Voilà. Et j'ai soutenu Bruno Retailleau. Pour la primaire. Voilà, Bruno Retailleau qui est arrivé second de cette élection avec 34% des voix. C'est Éric Ciotti donc, qui a pris la présidence de votre mouvement. Vous êtes solidaire de sa ligne et du personnage? Écoutez, jusqu'à maintenant, on a fait 3-4 réunions au niveau national, dans un contexte très sensible, parce que c'est quand même compliqué, cette réforme des retraites, où vous le disiez, on a un rôle quand même un peu clé, qui n'est pas toujours compris d'ailleurs, ni par nos électeurs, ni même par les citoyens qui manifestent, et qui ont pu voter pour nous aussi. Mais dans ce moment-là, je trouve qu'Éric Ciotti conduit bien la barque, qu'il s'est rassemblé. Je vous l'ai dit, autour de la table, nous étions très nombreux, avec des sensibilités très différentes. Il a porté une motion sur les retraites, qui est notre ligne, ligne sur laquelle Aurélien Pradié s'est abstenu. Mais bon, elle a recueilli une très très grande majorité, puisqu'il n'y a que 7 parlementaires qui se sont abstenus sur cette ligne-là, et qui est une ligne de retour à l'équilibre de nos systèmes de retraite pour sauver notre système par répartition. Alors, Éric Ciotti avait été aussi clair, pour le coup, quand il a candidaté à la présidence du parti, en cas d'élection. Pour lui, le candidat à la prochaine présidentielle, c'était Laurent Wauquiez. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas de primaire du côté de LR. C'est une bonne chose de connaître dès maintenant, 5 ans avant l'échéance, le candidat. On sait que par le passé, c'était un sujet de dissension profonde au sein du parti, de savoir qui serait le candidat. Vous savez, moi, je n'ai plus aucune ligne en la matière. Alors, je sais qui je vais soutenir, ça c'est clair, mais je n'ai plus aucune ligne de savoir
savoir si c'est bien avant, si c'est bien au dernier moment, ou si c'est bien... On a tellement vu de choses. On a fait des primaires, on a sorti des candidats qui n'étaient pas forcément les candidats attendus. Valérie Pécresse n'était pas forcément attendue. On a vu le résultat. On a eu des candidats qui étaient attendus, qui auraient dû être les présidents de la République, et tout était déjà joué d'avance. François Fillon, on a vu les résultats. Donc moi, je n'ai pas de ligne en la matière sur la forme. Sur le fond, je vois Laurent Wauquiez aux manettes à la région. Je connais Laurent Wauquiez, je l'ai souvent entendu, je l'ai soutenu et je le soutiendrai s'il est candidat à cette élection présidentielle. Oh, j'ai l'impression qu'il a envie, mais bon. Effectivement, il y a encore un petit peu de temps et la politique est un monde plein de rebondissements, donc on verra ça dans quelques années. Après la réforme des retraites, Emmanuel Macron veut s'attaquer à un autre gros morceau, nos institutions. Il va mettre en place en mars une commission transpartisane pour réfléchir à la réforme des institutions. Il veut là aussi essayer de mettre tout le monde d'accord pour bouger ça. C'est une bonne idée. Ce qu'il veut, c'est réconcilier les Français avec la politique et les élus notamment. Ça part d'une bonne intention. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde ne se satisfait pas d'avoir à un moment donné des taux d'abstention qui sont ce qu'ils sont, et puis une classe politique qui est mise à mal. Et quand je dis une classe politique, ça ne renvoie pas à des logiques politiciennes, ça répond quand même à notre démocratie et comment on veut qu'elle s'organise. Je rappelle que la classe politique, elle est élue par le peuple. Quand on a de moins en moins de gens qui s'intéressent à nous et qui considèrent que nous ne sommes pas des acteurs de leur quotidien parce que finalement on n'a plus la main, soit parce qu'elle est au niveau européen, soit parce qu'on n'a peut-être pas le courage d'avoir la main sur un certain nombre de choses, ça pose un certain nombre de difficultés. Bon, moi je veux simplement dire quand même que je rappelle deux choses. La première, le président de la République n'a pas fait campagne, donc tout d'un coup il sort un certain nombre d'idées qui sont des idées qui ne reposent sur aucun fondement, et la deuxième chose, c'est qu'on a le sentiment qu'il fait diversion sur une logique de réforme de retraite qui est en cours et qui lance un autre sujet, comme il a souvent eu l'habitude de le faire. Je lance une balle, je vois comment ça rebondit, ça me permet de parler d'autres choses alors que les gens sont dans la rue et se soucient de savoir comment et combien de temps ils vont travailler et s'ils vont partir à 62 ou à 64 ans. Quoi. Voilà, bon, je trouve que c'est un peu gadget et que c'est un peu usé d'ailleurs comme ficelle de la part du président de la République. Il fallait qu'il soit clair pendant la campagne présidentielle, qu'il dise ce qu'il voulait et les gens auraient jugé en connaissance de cause. Et là, croyez-moi, il aurait fait du bien à la démocratie. Alors, parmi les pistes, en tout cas évoquées dans la presse sur ces réformes des institutions, il y aurait le retour du cumul des mandats, en tout cas l'autorisation de cumuler les mandats. Est-ce que ça, ce serait une bonne évolution ? Très bonne chose. Moi, je trouve dramatique qu'on ne puisse plus cumuler des mandats dans l'exécutif. On peut cumuler des mandats. Je rappelle... Vous êtes conseiller départemental et conseillère municipale. Je suis restée conseillère municipale. De Châteaubernard. Alors, je peux rester conseillère municipale parce que c'est d'une commune de moins de 500 habitants. Quand on a plus de 500 habitants, plus de 1000 habitants, c'est pas la même logique. Donc, vous avez 3 mandats aujourd'hui. J'ai 3 mandats, oui. Mais au-delà de ça, bon, c'est des mandats, le conseil municipal, voilà, on est dans une équipe, etc. Je ne peux pas être dans l'exécutif. Il n'y a plus de députés maires, il n'y a plus de sénateurs maires, etc. Et je trouve que c'est vraiment un peu dramatique. Je trouve que c'est un peu le symbole, vous savez, des députés qui avaient été choisis sur Internet par La République En Marche. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont un peu perchés et qui ont le sentiment, et toujours d'ailleurs, vous savez, moi quand je discute avec mes collègues sur les différents textes de loi que j'ai, députés de la majorité gouvernementale, eux, ils ont le sentiment qu'ils détiennent la vérité et qu'ils peuvent mettre en place les choses sans forcément de soucier des instances paritaires, des élus, des corps intermédiaires que nous avons dans notre pays. Voilà. Et quand on n'a pas cette réalité-là, je pense qu'on légifère mal. Et je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas du coup des parlementaires qui soient un peu hors sol et qui soient très éloignés des préoccupations des Français. Reconnecter les élus nationaux avec le terrain. Oui. Mais est-ce que les Français, ce type de retour au cumul des mandats, symboliquement, c'est acceptable ? Mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron l'avait voté. C'est-à-dire que c'est lui-même. Enfin, je rappelle que c'est François Hollande qui l'avait voté. Je rappelle qu'Emmanuel Macron était dans le gouvernement de François Hollande et que les socialistes avaient voté le fait qu'on ne puisse plus cumuler. Pourquoi est-ce qu'ils avaient voté ce principe-là, qu'on ne puisse plus cumuler un poste de parlementaire et d'exécutif ? Ils l'avaient voté par populisme, parce que les Français disaient, ils cumulent, ils ne sont pas capables de tout faire, etc. Donc ils sont allés dans le sens de la rue et par facilité, ils ont voté ça. Le même va proposer une chose inverse la fois d'après. Voilà. Bon, moi, je suis très claire dans ma ligne. Moi, je considère... Alors, bien sûr qu'il y a des excès. Bien sûr que quand on est maire de Marseille, président d'une grosse... Et je prends Marseille à dessein. Maire de Marseille, président d'une grosse agglomération de Marseille et sénateur, c'est compliqué de tout gérer. Quand on est maire de Châteaubernard et qu'on est sénateur, je pense qu'on peut gérer les choses.
Château-Bernard, qui est une commune limitrophe, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Oui, de la métropole grenobloise, mais qui est dans le Trièves, bien sûr. au pied du Vercors et des Deux Sœurs, pour ceux qui connaissent ces montagnes symboliques de notre territoire, qui est effectivement une toute petite commune rurale où vous avez fait votre carrière, et je crois que vous étiez même à l'école à côté, à Oui, Miribel-Lanchâtre, ouais, quand c'est vous ça. étiez jeune. Il n'y a pas que des frondes au LR ou à l'Assemblée nationale. Il y en a une en ce moment au sein des médecins Ouais. généralistes. C'était dans l'actualité de la semaine, qui demandait le doublement du prix de la consultation, de 25 à 50 euros. L'assurance maladie leur a proposé 1,50 € d'augmentation. Évidemment, ça ne leur convient pas. Vous les soutenez, ces médecins généralistes, ou vous estimez qu'ils abusent dans leurs revendications? En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a un échec des discussions tarifaires avec le gouvernement de tous les médecins et de tous les représentants des corps des médecins. C'est jamais une très bonne chose, hein. C'est jamais une très bonne chose, hein, parce que à l'heure où on veut effectivement qu'un certain nombre de personnes s'intéressent aux professions du secteur médical, des médecins aux infirmiers, en passant aux aides-soignants et aux assistants de vie, notamment dans les EHPAD, quand on a effectivement une discussion qui n'aboutit pas et qui va passer par un arbitrage d'un technicien, hein, puisque c'est aujourd'hui un inspecteur de l'IGAS qui va reprendre la main en lieu et place du gouvernement, c'est pas une très belle image qui est renvoyée, et ça ne valorise pas ces métiers-là. D'autant plus quand même qu'on est sur des professionnels dont nous avons tous besoin. Moi, je ne passe pas, j'allais dire, une semaine sans que j'ai un maire qui m'appelle en me disant, je répondais encore ce matin à un maire qui me disait, j'ai 2 médecins, il y en a un qui part, ma population va être en difficulté, parce que les gens sont très inquiets. Ils sont très inquiets, et je trouve que c'est pas une très bonne chose que de renvoyer une négociation qui n'aboutit pas. Voilà. Donc, C'était pas extrême de demander un doublement de la consultation? Forcément, ça ne moi, pouvait pas être accepté. en tout cas, dans les mécanismes, moi je ne veux pas rentrer dans ces mécanismes-là. Ce que je veux dire quand même, c'est que on a quand même tout intérêt à ce que le gouvernement s'entende avec les représentants des médecins. Alors peut-être pas tous les représentants des médecins, mais au moins la majorité des représentants des médecins. Là, on est sur un échec de la négociation. Un de plus. Un de plus. Quand je disais tout à l'heure que le gouvernement méprisait les corps intermédiaires, un de plus. Alors, vous évoquiez ces médecins qui quittent le territoire, qui partent à la retraite et qui ne sont pas forcément remplacés. En 5 ans, l'Isère a perdu 68 médecins généralistes, à peu près 6% de baisse des effectifs. On était à peu près 1200 en 2017. Ça impacte ça directement la population. Pourtant, le département dans lequel vous siégez met des moyens pour essayer d'attirer des médecins, mais le constat est alarmant. J'allais dire, quand vous parliez, et si nous n'avions pas mis en place le système Isère Médecins, Ça aurait été porté pire. par Jean-Pierre Barbier et porté par Annie Pourtier, ça aurait été pire. Nous avons installé 80 médecins il y a 5 ans en arrière. Et l'objectif, c'est effectivement de doubler, d'en installer 160. On travaille au quotidien avec les médecins, avec tous les professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, etc., pour essayer de conforter un tissu économique. Je rappelle quand même que la problématique des médecins, c'est une désertification, certes en milieu rural, mais aussi en milieu urbain, et puis c'est une désertification à l'échelle nationale, hein. C'est-à-dire qu'on a très rarement des pôles qui concentrent des médecins Oui, donc avec on ne peut pas suffisance. faire de vase communicant. Absolument. Et moi, je vais vous dire une chose, la pire des angoisses aujourd'hui des citoyens, c'est la peur d'être malade, de taper à la porte des urgences, de ne trouver personne, et finalement de ne pas être soigné. C'est ça la pire des angoisses. Et c'est encore pire quand on est éloigné. Mais je vais dire, quand on est en Grenoble et que c'est la même chose, c'est une vraie difficulté. Donc, heureusement que le président Barbier a été très volontaire sur cet enjeu-là, qui n'est pas de la compétence du département, je le rappelle, hein, qui est de la compétence de l'État, parce que ça nous a permis effectivement d'amortir ces départs qui sont soit des départs à la retraite, soit des départs pour d'autres territoires. Alors, un sujet qui est en discussion en ce moment aussi, qui touche à la fois à la santé, au sociétal, à l'intime, c'est le débat sur la fin de vie. Il y a une convention citoyenne qui devrait rendre ses travaux à la fin du mois de mars, qui a déjà rendu une première synthèse qui va proposer un assouplissement de la législation, hein, pour faciliter le suicide encadré. Vous êtes favorable, vous, à cette évolution? J'ai vu ça. J'ai vu 2 choses. J'ai vu qu'ils avaient effectivement rendu cet avis, hein, cette convention citoyenne, hein, qui est conduite par le Conseil économique et social. Et effectivement, ils souhaitaient améliorer le texte de loi pour aller, comme vous l'avez indiqué, vers, entre guillemets, un suicide assisté. Puis j'ai vu en parallèle que 13 organisations de professionnels de santé avaient dit, nous ne le ferons pas. Parce que je rappelle quand même que cette liberté individuelle qui est
qui semble un peu faire légion. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sur cette logique-là. Enfin, il semblerait, il n'y a pas eu d'études précises en la matière. Elle nécessite qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un derrière la seringue. Qui fasse l'acte. Qui est quelqu'un derrière la seringue. Et je voulais juste vous renvoyer, je lisais ce matin un extrait du livre qui s'appelle Le Dernier Souffle, qui a été écrit par Claude Grange, qui est le référent et le directeur du service des soins palliatifs à Paris, et qui raconte le dernier souffle de ces personnes dans ces soins palliatifs. Je rappelle que les soins palliatifs, c'est les soins qu'on peut faire quand on ne peut plus rien faire. Donc, c'est un panel de soins. C'est comment j'accompagne à la douleur, comment j'accompagne la famille, comment j'accompagne psychologiquement les gens. Et il raconte le dernier souffle, la dernière toilette intime. Et je vais vous dire une chose, quand vous lisez ça, vous vous dites, c'est des moments qui relèvent, comme vous l'avez dit, de l'intime. Et quand aujourd'hui, on n'a pas de texte de loi. Mais quand on doit faire ces textes de loi-là, on se dit à un moment donné, quelle responsabilité on prête à ces professionnels qui vont devoir, comme je le disais, appuyer sur la seringue à la fin. C'est quand même pas simple. Ne nous sortons pas aussi de cette problématique-là. Allez, autre sujet récemment dans l'actualité du Sénat notamment, puisqu'il a été voté il y a quelques semaines, c'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ça a été un peu compliqué comme débat. Non. Alors, ça a été un peu compliqué comme débat. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est une proposition de loi. C'est la deuxième proposition de loi. Si c'est une proposition de loi, ce n'est pas porté par le gouvernement, je le rappelle. Le gouvernement, il porte un projet de loi. C'est porté par des groupes d'opposition. Donc là, en l'occurrence, c'est groupes d'opposition de gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bon. Et qui ont eu tendance, il faut le dire, à caricaturer les débats. Est-ce qu'il faut ou pas inscrire dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse ? Est-ce qu'il y a déjà eu un problème constitutionnel relatif au droit à l'interruption volontaire de grossesse depuis la loi Veil ? Non, jamais. Le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'il n'y avait aucune difficulté et que rien n'était inconstitutionnel. Donc, est-ce qu'il faut à un moment donné mettre la Constitution dans cette problématique ? Moi, je pense que non. Je ne suis pas une spécialiste de la Constitution, mais moi, je pense que non. C'est en ce sens où je n'ai pas voté ces deux propositions de loi. Mais qu'a fait l'opposition ? Elle nous a caricaturés. Elle a dit, s'ils ne le votent pas, c'est qu'ils sont contre l'IVG, ce qui n'est pas du tout le débat. Vous imaginez bien que c'est un débat qui est passé, si je puis dire. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps en arrière pour un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, c'est un débat qui est passé. Ça ne fait aucune problématique au Sénat. Les gens sont favorables à l'IVG et à la loi Veil telle qu'elle a été votée. Donc, nous avons voté contre le premier texte de loi. Sur le deuxième texte de loi, on a un collègue qui s'appelle Philippe Bas, qui n'est pas n'importe quel collègue. C'était le directeur de cabinet de Simone Veil à l'époque. Et il a proposé un amendement qui nous sortait un peu de cette logique de nous caricaturer, en tout cas de caricaturer la majorité sur la logique d'être pour ou contre l'IVG. Et cet amendement tend à dire, parce que finalement la loi Veil c'est un équilibre entre la liberté de la femme d'aller jusqu'à un moment donné de sa grossesse et de dire j'arrête, et la protection de l'enfant, consistant à dire là l'enfant est formé et la société doit le protéger. Et il a donc proposé un amendement qui vise à protéger la liberté de la femme. Et cet amendement a été voté par l'opposition et une partie de la majorité. Et du coup, c'est passé. Mais qu'a dit Philippe Bas ? Il a interrogé le ministre de la Justice. Et il lui a dit, Monsieur le ministre, vous avez utilisé une phrase qu'on connaît tous qui dit, en gros, on ne doit toucher à la Constitution que d'une main tremblante. Mais il a aussi invité le ministre de la Justice à sortir les mains des poches. Parce qu'aujourd'hui, que fait le gouvernement sur ce sujet ? Rien. Il observe. S'il avait vraiment voulu à un moment donné constitutionnaliser l'IVG, il aurait fait un projet de loi. Là, il a laissé jouer les oppositions et les majorités. Bon, maintenant, la balle est dans son camp, parce que maintenant que ça a été voté au Sénat, ça va passer à l'Assemblée nationale, soit on passe par un référendum, soit effectivement, il arrive à mettre tout le monde d'accord au niveau avec un congrès, et on arrive à voter ce texte de loi. Mais c'est au gouvernement maintenant d'avoir la responsabilité. Un peu trop facile comme jeu. On a compris qu'effectivement, il y avait un peu de tactique politicienne. Oui, alors c'est compliqué, pardon, ce débat un peu technique, mais c'est pour dire que ce n'est pas si simple que ça. Dernier point, l'élection sénatoriale, c'est la prochaine élection, même si elle ne concerne pas directement les Français, c'est en septembre prochain. Est-ce que vous serez candidate
Alors, on réfléchit. Ah, c'est pas... Non, mais d'abord, on a des instances politiques. On ne décide pas seul d'être candidat. Oui, mais quand on est en poste, en général, on a quand même on peut priorité. aspirer là. Moi, j'avoue que j'aspire à poursuivre ces travaux. J'ai beaucoup de plaisir à travailler sur la matière sur laquelle je travaille. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des collègues au sein de la commission sociale, avec des personnalités. Le président Larcher est quelqu'un de fantastique. Le président Retailleau est quelqu'un de fantastique. Après, on a des instances qui décident si ou non elles nous accordent leur confiance pour poursuivre ce mandat. En tout cas, si ça ne tient qu'à vous, vous avez envie de repartir pour... J'aime ce mandat et j'aime l'Isère. Bon, je ne sais pas si la retraite est multipliée par 2 quand on fait 12 ans au Sénat. C'est pas la motivation. Non, j'imagine bien. En tout cas, plus sérieusement, il y avait 6 listes de droite aux précédentes élections sénatoriales en Isère, dont 3 estampillées LR. Est-ce que cette année, ça va repartir un peu sur les mêmes dissensions? Il n'y avait pas 3 estampillés LR, il n'y en avait qu'une, c'était la nôtre. Oui, mais il y avait une division. Il y avait des élus LR dans 3 listes sénatoriales. Il y avait une division qui fait que et je lui fais un petit clin d'œil, notre ami Christian Rival, qui est parti, qui était maire de Montrestel, qui est décédé, n'a pas pu être élu. Il aurait pu être élu s'il y avait pas eu cette division. Il était 3e sur notre liste. L'objectif, c'est toujours de ne pas avoir de division dans nos familles politiques. C'est ce à quoi on mais là, est-ce que vous sentez, vous qui êtes vice-président des LR en Isère, l'élection est dans 6 mois, j'imagine qu'il y a quand même Yannick est un ami, Yannick il est très proche de nous et on essaye de faire en sorte que la famille ne se divise pas. Voilà. À suivre. C'est quand le dépôt des candidatures là pour Alors, si vous voulez, les élections ont lieu en septembre. Les commissions nationales d'investiture au niveau du parti vont se mettre en place en mai. Et nous, au niveau du Sénat, on a une petite instance qui commence à regarder, en lien avec le président Ciotti, comment les choses se préparent pour la Commission nationale d'investiture. Vous avez 2 élus LR sur 5 sénateurs en Isère. Il y a à peu près 3000 votants, on les connaît, ce sont les élus du territoire. Vous avez fait vos comptes pour savoir si les 2 postes pouvaient être maintenus, s'il y avait possibilité peut-être de progresser On avait fait un peu moins de 1000 voix la dernière fois, 900 et quelques voix, qui nous avaient permis de passer effectivement 2 candidats. Si on avait été à 1200, on aurait passé 3 candidats. C'est très ambitieux. Voilà, donc maintenant on regarde. On a des communes qui ont un peu changé de configuration. On a travaillé. En tout cas, nous, on a essayé d'être à la hauteur de notre mandat. Je ne sais pas comment ont apprécié nos collègues élus notre travail. En tout cas, on a essayé à la fois d'être présent, à la fois de communiquer, à la fois de relayer les problématiques des maires, des conseillers départementaux et régionaux isérois pour servir notre territoire. Je pense que quand on est élu, c'est ce qu'on a à faire. Et après, on a ou pas une reconnaissance de ce travail. À suivre, septembre 2023 pour cette élection sénatoriale. La semaine dernière, je recevais à votre place une autre parlementaire iséroise, Servane Hugues, qui est députée de la première circonscription de l'Isère. C'est celle d'Olivier Véran, qui lui a laissé la place cet été pour prendre le poste de porte-parole du gouvernement. Je vais demander à Servane Hugues de vous poser une question, puisque c'est la tradition dans cette émission. On l'écoute. Oui, bonjour Madame Puissat. Je sais que vous êtes en commission des affaires sociales justement au Sénat. Avec ma thématique favorite, je voulais vous poser quelle était votre feuille de route justement par rapport au handicap, à la politique du handicap que vous voulez mener. Je sais que vous avez un groupe d'études aussi interne au Sénat sur le groupe handicap et inclusion. Je me dis que ce serait peut-être aussi cohérent de pouvoir échanger entre groupes d'études des deux assemblées. Voilà, donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question. Voilà, Servane Hugues, qui est donc députée des Isères, mais qui est aussi maman de 2 enfants handicapés. C'est pour ça que le sujet lui tient à cœur et qu'elle a été nommée en janvier coprésidente du groupe d'études handicap et inclusion à l'Assemblée nationale. Oui, je ne suis pas surprise qu'elle me pose cette question parce qu'effectivement, elle a été présidente d'une association, elle connaît très bien le sujet. Donc, pour répondre à sa question de façon précise, nous avons effectivement un groupe qui a été mis en place, qui est présidé par Philippe Mouillet, qui est sénateur des Deux-Sèvres, qui connaît aussi très bien le sujet, de façon un peu différente de Servane Hugues. Donc, que les groupes se rencontrent et qu'on travaille ensemble, je pense que ça se fait déjà, mais effectivement, je pense que ça peut être accéléré. On a, nous, toujours des amendements qui portent sur le handicap et
c'est Philippe Mouillet qui les porte. Sur le texte de loi retraite, on en a. Sur d'autres sujets, on en a. Et on porte un certain nombre de politiques. Bon, ceci étant, ne nous trompons pas non plus. Nous sommes parlementaires. Nous avons besoin de décider. Servan Hug est dans la majorité présidentielle. Elle connaît très bien un certain nombre de ministres et elle côtoie de près le ministre Véran. Moi, j'ai simplement envie de dire à Servan Hug qu'il y a 600 familles aujourd'hui qui attendent une place, soit en IME, soit en EHPAD pour des enfants qui sont, ou des adultes qui sont handicapés. Voilà, il faut aussi 600 qu'on familles serve... iséroises. 600 familles iséroises. Il faut aussi qu'on serve notre territoire, alors avec des degrés de handicap différents. Il faut aussi qu'on serve notre territoire et j'aurais plaisir à la rencontrer pour qu'on aille dans ce sens-là, mais je rappelle quand même qu'elle est dans la majorité et qu'elle détient les clés, plus que moi je ne les détiens. Voilà, le message est passé. Elle était effectivement militante associative avant de devenir députée. La transition n'est peut-être pas forcément facile à intégrer. Merci Frédérique Puissat. La semaine prochaine, on recevra Émilie Marche, qui est l'une des coordinatrices de la France Insoumise en Isère, qui est également conseillère régionale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2015. Alors, elle n'aura sûrement pas le même avis que vous sur les retraites et sur Laurent Wauquiez. Ça, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Je vais vous demander de lui poser une question. Elle est derrière cette caméra. Eh bien, je salue Émilie Marche, que j'ai déjà eu l'occasion de croiser sur différents plateaux. J'ai lu avec attention son dernier article qui s'appelle Plein cadre, qui est fait par une de vos collègues, Ève Moulinier, sur le Dauphiné libéré. J'ai noté dans cet article Plein cadre la position et le sentiment qu'elle avait sur François Hollande, président de la République, considérant qu'il n'avait, au cours de son mandat, pas eu une trace d'un enjeu social tout au long des 5 années où il a été président de la République. Donc moi, j'ai simplement une question à poser à Émilie Marche. Quand je vois que la France insoumise s'allie avec des socialistes très proches de François Hollande, soit au moment des élections départementales avec ce qu'on a appelé le printemps isérois, soit au moment des législatives avec ce qu'on a appelé la NUPES, je lui demande si les Français ne vont pas considérer que ces alliances sont des alliances essentiellement tactiques et qui reposent peu sur les idées politiques. Et bien voilà, on lui posera la question la semaine prochaine. Merci Frédérique Puissat d'être venu. Et puis bonne session au Sénat. Je pense que ça va être intense dans les prochains jours. Le QG politique est diffusé le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Et vous pouvez revoir toutes nos émissions sur telegrenoble.net.